Bonjour à tous. La Chine, son président Xi Jinping et le pouvoir du Parti communiste chinois en question dans cette édition. Bienvenue dans Géopolitis. Au sommaire, la mise au pas de la contestation à Hong Kong, l'assimilation forcée et brutale des minorités ethniques au Xinjiang et en Mongolie intérieure, les pressions sur l'île de Taïwan. La Chine est-elle plus forte, plus crédible après le coronavirus? Où en est-elle? Au niveau économique, nous rejoindrons à Wuhan notre correspondant Michael Pecker. Et sur notre plateau, Alice Ekman, qui a publié une brillante analyse du système chinois. Le président Xi Jinping est-il ce nouvel empereur rouge, prêt à tout pour réaliser ce qu'il a décrit lui-même comme le rêve du grand renouveau de la nation chinoise? Au nom de la loyauté au parti et de la pureté idéologique, le président a lancé durant l'été une nouvelle vague de purges au sein de la police, la justice et des services de sécurité. C'est au nom d'un autre dogme, celui de la grande unité du peuple chinois, que les minorités ethniques sont mises au pas. Plus d'1 million d'individus sont enfermés dans des camps de rééducation patriotique dans la province du Xinjiang. L'organisation Human Rights Watch dénonce un génocide culturel du peuple ouïghour. En Mongolie intérieure, mais aussi et toujours au Tibet, se renforce un processus impitoyable d'assimilation et de soumission. Hong Kong enfin, où toute contestation anti-chinoise est désormais muselée et poursuivie. À travers tout le pays, les voix qui osent la critique sont réduites au silence, mais pour beaucoup de Chinois, Xi Jinping est un guide qui a su maîtriser l'épidémie et un leader capable de tenir tête à l'Amérique. Cela sonne comme une fin de partie pour la contestation anti-chinoise à Hong Kong. La nouvelle loi sur la sécurité nationale est entrée en vigueur le 30 juin. Les chefs de file du mouvement sont arrêtés et déférés en justice. Arrêté aussi Jimmy Lai, patron et financier du magazine Apple Daily, farouchement anticommuniste. Et même un expatrié suisse s'est retrouvé devant un tribunal. Avec son appareil photo, Marc Projan n'avait pas manqué une seule manifestation en faveur de l'autonomie et des libertés. Il est accusé d'avoir assisté les fauteurs de troubles. Le tour de vis imposé par Pékin marque un tournant historique pour l'ancienne colonie britannique. Pour le Parti communiste et Xi Jinping, c'est clair, l'unité de la nation chinoise est un objectif qui ne se discute pas. Préserver la souveraineté nationale, réaliser l'unité du pays représente l'espoir collectif de tous les Chinois et un intérêt fondamental de la Chine. Des camps de rééducation, d'immenses camps concentrationnaires dans la province du Xinjiang. La Chine en a longtemps nié l'existence, mais il y en aurait près de 400 dispersés sur un territoire grand comme 2,5 fois la France. Plus d'1 million d'individus y ont été enfermés, soumis au travail forcé et parfois torturés selon les défenseurs des droits humains, qui dénoncent également, images satellites à l'appui, la destruction de milliers de mosquées. « 13 millions d'Ouïghours et d'autres minorités turcophones peuplent cette province. Il y a quelques années, la région avait été secouée par des attentats meurtriers. Alors c'est au nom de la lutte contre le terrorisme que les autorités chinoises justifient l'existence de ces camps. La question du Xinjiang ne concerne pas du tout les droits de l'homme, les religions ou les groupes ethniques, mais la lutte contre la violence, le terrorisme et le séparatisme. La semaine dernière, de nouvelles manifestations ont éclaté en Mongolie intérieure contre la suppression de l'enseignement en langue mongole dans les écoles. Nous voulons conserver notre culture, scandaient les manifestants, rapidement censurés sur les réseaux sociaux. L'armée, la justice et les services de sécurité sont les principales cibles d'une nouvelle vague de purges ordonnée durant l'été. On ne compte plus les voix dissidentes réduites au silence. Parmi elles, celle de cette ancienne cadre du parti expulsée au mois d'août et désormais en exil. Elle déclare « Personne n'ose émettre une opinion divergente, personne n'ose dépeindre la réalité de la situation. » Et ceux qui oseraient risquent gros. Derrière les murs de ce tribunal à Pékin, le 22 septembre,
Ren Zhiqiang, figure du parti, richissime promoteur immobilier, a été condamné à 18 ans de prison au motif de corruption. Il avait osé écrire en pleine pandémie que Xi Jinping était un clown nu qui insiste à jouer les empereurs. Les 92 millions de membres du Parti communiste chinois savent ce qu'il en coûterait de critiquer l'héritier de Mao Tse-tung. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Géopolitis. Vous êtes l'auteur de 2 remarquables ouvrages sur la Chine. Vous êtes analyste spécialiste de l'Asie auprès de l'EUISS, l'Institut de l'Union européenne pour la politique de sécurité. Commençons par là, cette main de fer sur Hong Kong, sur les minorités. Quelle est la logique au fond ? La logique à Hong Kong est différente de celle du Xinjiang. À Hong Kong, l'objectif à terme, c'est l'harmonisation politique et juridique pour faire finalement de Hong Kong une province comme les autres. Vous vous souvenez, depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, la garantie était celle d'un pays, 2 systèmes, c'est-à-dire de préserver la spécificité politique et juridique du territoire hongkongais. Aujourd'hui, cette spécificité est de moins en moins préservée. On s'achemine en effet vers une harmonisation, coûte que coûte, je dirais. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, il y a des mobilisations à Hong Kong. Ces mobilisations à Hong Kong vont probablement se prolonger dans le cadre de la mise en application de la nouvelle loi sur la sécurité. Mais de mon point de vue, Pékin est prêt à payer le prix financier et économique de ces avancées politiques. C'est-à-dire, même si Hong Kong perd en attractivité en tant que place financière mondiale, et même si aussi de nombreux sièges d'entreprises étrangères quittent Hong Kong au bénéfice d'autres villes asiatiques hors du territoire chinois, je pense que Pékin continuera cette trajectoire-là avec un objectif, encore une fois, d'harmonisation pleine et entière du territoire. Ça a donné lieu à beaucoup de protestations dans le camp occidental, mais la Chine n'a pas que des ennemis. On l'a vu ici même à Genève lors de du dernier Conseil des droits de l'homme. Oui, en effet, près d'une vingtaine de pays, notamment menés par la Grande-Bretagne, se sont opposés à la nouvelle loi sur la sécurité nationale, ont appelé à une révision, à une réévaluation de cette loi. Et au même moment, la Chine a réussi à regrouper près d'une 50aine de pays qui soutiennent à des degrés différents sa position vis-à-vis de Hong Kong. Et je pense que ce clivage est très important à noter parce qu'à la fois la Chine exaspère un nombre croissant de pays, notamment une partie significative des pays européens, et en même temps elle cherche à rassembler, à fédérer au maximum autour de ses positions un certain nombre de pays, en premier lieu des pays en développement et pays émergents. Et cet équilibre est intéressant à noter parce que la Chine n'est pas si isolée que l'on l'entend, que l'on le pense. Sur des sujets sensibles, que ce soit Hong Kong, que ce soit le Xinjiang, que ce soit la mer de Chine du Sud, la Chine tente réellement d'obtenir des soutiens, y compris aux Nations Unies. Est-ce que vous pensez qu'elle est plus forte aujourd'hui, après le Covid, qu'avant ? Non, mais je relativiserai l'impact du Covid sur la stabilité politique du Parti communiste chinois en Chine. On a souvent émis l'hypothèse au début de la crise pandémique d'une déstabilisation du parti. Certes, des critiques existent au sein du parti, mais elles sont peu visibles. Surtout, on voit finalement une Chine qui cherche à renforcer certains positionnements à l'issue de la crise. Notamment, la Chine a lancé, Xi Jinping a annoncé la mise en place ce qu'on appelle un plan pour les nouvelles infrastructures, c'est-à-dire redoubler les investissements pour le développement des technologies sur le territoire chinois. Et à la fois, elle a exaspéré encore une fois un certain nombre de pays, notamment de par sa diplomatie publique, certains diraient de sa propagande, qui glorifie la gestion de crise chinoise et qui n'hésite pas à souligner les faiblesses de la gestion d'autres pays ou d'autres groupements de pays tels que l'Union européenne. Mais en même temps, la Chine a réussi à finalement à trouver un accueil relativement favorable à certaines initiatives, certaines propositions à destination d'autres pays. Et vraiment, aujourd'hui, la Chine cherche à se positionner comme un fournisseur de solutions post-Covid. Ce discours ne prend plus dans beaucoup de pays, mais il prend dans une partie, encore une fois, du monde, et il ne faut pas sous-estimer finalement ce clivage. Plus que jamais, la Chine est d'une puissance clivante.
Et ce parti communiste chinois, on se pose souvent la question, est-ce qu'il est toujours et encore communiste? Vous dites, vous, pas de doute et pour plein de raisons. En tout cas, ce que j'indique dans Rouge Vif, c'est que la Chine, aujourd'hui, sans détour, le Parti communiste chinois, se revendique toujours du socialisme et du communisme, qu'il présente comme un idéal vers lequel le pays doit tendre. Et cette revendication n'est pas à sous-estimer. Elle est réelle, est explicite, elle est écrite noir sur blanc dans les nombreux discours prononcés par Xi Jinping, y compris à huis clos face au cadre du comité central, aux membres du comité central. La Chine n'est pas un pays communiste à 100%, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Aujourd'hui, c'est à la fois un pays qui est d'héritage, enfin, de pragmatisme de Deng Xiaoping, est hérité aujourd'hui et est incorporé dans la façon de gouverner en Chine. Il y a aussi un certain degré d'ouverture depuis donc l'arrivée de Deng Xiaoping, mais la dimension idéologique n'a jamais disparu et l'héritage maoïste et à la fois l'héritage soviétique sont toujours très présents. Non seulement ils n'ont jamais disparu depuis la création de la République populaire de Chine en 1949, mais ils reviennent sur le devant de la scène avec un renouveau idéologique promu par Xi Jinping. Xi Jinping qui fait référence à Marx, par exemple, très fréquemment dans ses discours. Xi Jinping qui à la fois utilise un langage maoïste et d'influence soviétique, mais aussi des méthodes de contrôle et de surveillance de la population qui sont d'héritage maoïste. Par exemple, les séances de critique et d'autocritique au sein des camarades, entre camarades au sein du parti. Sur le plan économique aussi, on a tendance à sous-estimer l'omniprésence du parti dans la gestion des affaires économiques. Il s'agit toujours d'une économie fortement planifiée, qu'on le veuille ou non, il existe toujours des plans quinquennaux et une commission planification, la NDRC, très puissante. Mais surtout, Xi Jinping a appelé au renforcement des cellules du parti au sein des entreprises d'État, qui sont toujours au cœur de l'économie, mais aussi des entreprises privées. Une part non négligeable des entreprises privées, aujourd'hui, créent des cellules du parti en leur sein sous l'encouragement de Xi Jinping. Alors, je vous propose maintenant un focus sur Taïwan, cette province rebelle que la Chine proclame vouloir récupérer. Depuis cet été, ces dernières semaines, les tensions se sont exacerbées, tant du point de vue militaire que diplomatique. On en parle juste après ce sujet de Tristan Dessert. Alerte générale, l'armée taïwanaise tente de repousser une tentative d'invasion chinoise sur sa côte ouest. Que l'on se rassure, il ne s'agit que d'un exercice. Pour l'instant, car la pression chinoise sur la petite île se fait de plus en plus pressante. Depuis plusieurs mois, l'aviation chinoise multiplie les incursions dans l'espace aérien taïwanais. Taïwan se sent obligé de montrer les muscles. Je l'ai déjà dit, ramper n'apportera pas la sécurité nationale. Nous ne pouvons compter que sur une défense forte et nos soldats sont au cœur de notre défense nationale. Mais ni le discours ni la tenue ne semblent dissuader la puissante Chine communiste, qui a même répliqué il y a quelques jours en simulant une attaque sur Taïwan, violant une nouvelle fois la ligne médiane, cette frontière non officielle qui depuis 1949 sépare les deux territoires. Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. L'Armée populaire de libération a organisé des exercices militaires dans la région du détroit de Taïwan pour montrer sa détermination et sa capacité à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Côté taïwanais, le pouvoir politique a longtemps été en faveur du statu quo, ou même du rapprochement avec la Chine communiste sur le modèle de Hong Kong. Mais depuis 2016, Taïwan est dirigé par une présidente ouvertement indépendantiste. Elle a été réélue en 2020. Et pendant que Pékin réprimait le mouvement démocratique de Hong Kong, Taïwan lui affichait son soutien. Après Hong Kong, Taïwan se tient de plus en plus sur les lignes de front de la liberté et de la démocratie. Taïwan est aussi à l'offensive diplomatique, en invitant le président du Sénat tchèque ou en recevant coup sur coup 2 représentants du gouvernement américain pour la première fois depuis 1979. Protestation immédiate de la Chine qui évoque des menaces contre la paix. Jusqu'où ces tensions peuvent aller? L'escalade vers un conflit armé reste à ce stade improbable, mais en diplomatie, la stratégie du bras de fer est souvent un jeu dangereux. Les 23 millions de Taïwanais doivent-ils craindre une invasion chinoise?
Invasion, je ne pense pas à court terme. Tout d'abord, la Chine, Pékin est bien conscient de la présence militaire américaine dans la région et aussi de l'existence du Taiwan Relation Act qui stipule que les États-Unis soutiennent Taïwan et le protégeraient en cas d'attaque. Donc il y a un contexte géostratégique qui n'est aujourd'hui pas en faveur de Pékin. Et puis Pékin peut utiliser une diversité d'outils à sa disposition pour promouvoir ses intérêts. Elle l'a déjà fait dans les organisations internationales en essayant de marginaliser Taïwan au maximum. Une guerre diplomatique a eu lieu ces dernières années pour qu'un nombre croissant de pays ne reconnaissent plus Taïwan au bénéfice de la Chine. La Chine aussi a joué la carte économique en investissant à Taïwan de plus en plus, la carte aussi médiatique et de communication à destination des plus jeunes, notamment taïwanais. Mais une chose est certaine, les tensions sont particulièrement vives au sein du détroit de Taïwan, à la fois parce que nous avons observé la réélection de la présidente Tsai Ing-wen, mais aussi parce que le contexte géostratégique attise les tensions et les cristallise. Le contexte stratégique, c'est les tensions renforcées entre Washington et Pékin à un moment où l'administration Trump, au cours des dernières années, a réaffirmé son soutien, notamment de sécurité et militaire vis-à-vis de Taïwan. Et Taïwan, il faut le dire, c'est le contre-modèle absolu de ce que veut Pékin en termes politiques, en termes de régime. En effet, dans beaucoup de points de tension de la région, qu'il s'agisse de Hong Kong, mais aussi Taïwan, même si les dynamiques des tensions sont différentes, plus que jamais, au cœur de ces tensions est observée finalement une compétition entre systèmes politiques, puisque réellement, la Chine, aujourd'hui, sous Xi Jinping, souhaite promouvoir son système politique. La Chine n'hésite plus à former des fonctionnaires de pays en développement pour présenter la Chine comme un exemple à suivre en termes de système économique ou de gouvernance politique et de sécurité. Et cette compétition entre systèmes politiques, à mon avis, va être très rude parce qu'elle est soutenue par des campagnes de communication et de propagande intenses. Mais est-ce que vous diriez que ces pressions sur Taïwan renforcées traduisent ce sentiment de supériorité du régime chinois ? Il est très difficile d'évaluer avec précision à quel point cette supériorité est vraiment intériorisée. En tout cas, Xi Jinping, oui, il parle de supériorité et il parle aussi de confiance en soi. Il a promu les 4 confiances en soi, la confiance entre les théories de la Chine, le système chinois actuel, le système politique chinois actuel, la culture chinoise actuelle et la voie de développement. Enfin, tout ça pour dire que la Chine, aujourd'hui, souhaite plus que jamais affirmer sa supériorité au niveau régional international, la supériorité, c'est-à-dire la supériorité du système politique, donc c'est-à-dire dans le combat des idées et des idéaux politiques, la Chine considère qu'il faut aujourd'hui promouvoir son système politique d'influence socialiste. Ce sera déjà ma dernière question. On a évoqué rapidement les tensions entre Pékin et Washington, mais il y a une autre grande puissance dans la région, c'est l'Inde. Alors l'Inde, amie ou rivale de la Chine ? Clairement, aujourd'hui, rival. Comme vous le savez, nous avons observé des tensions frontalières meurtrières. Cachemire. Depuis des décennies, ça n'était pas apparu. À ces tensions très vives et récentes, ont précédé des tensions et une rivalité autour des nouvelles routes de la soie. Le projet chinois lancé par Xi Jinping à automne 2013 en Asie centrale. Une partie de ce projet passe par le Pakistan dans une zone disputée par l'Inde, contestée par l'Inde. Donc, plus que jamais, ce projet est rejeté officiellement par l'Inde, le projet chinois. On a réellement une rivalité géostratégique aujourd'hui qui se consolide et s'installe entre Pékin et New Delhi, dans un contexte aussi où l'on observe un rapprochement entre la Chine et la Russie. Donc, simplifier ou synthétiser le paysage géostratégique comme un triangle qui serait finalement symbolisé par des relations tendues entre Pékin et Washington et une Europe qui serait prise en étau dans ce triangle, c'est à mon avis simpliste parce qu'on a aussi d'autres puissances telles que l'Inde ou la Russie qui sont partie prenante de cette rivalité ou de ce rapprochement et qui ont des positionnements finalement assez clairs pour ou contre la puissance chinoise. Merci Alice Ekman. Merci à vous. Vous serez toujours la bienvenue dans Géopolitis. Merci. La ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, est aujourd'hui, pour le gouvernement chinois, le symbole de son combat victorieux contre le virus. Alors qu'une partie du monde redoute une seconde vague et s'enfonce dans une profonde récession, Wuhan n'a plus rien d'une ville fantôme. On retrouve sur place notre correspondant, Michael Pecker.
Alors ici à Wuhan, comme dans le reste de la Chine d'ailleurs, la vie reprend ses droits, les masques sont plus obligatoires et cette ville, Wuhan, qui était le symbole de cette pandémie mondiale de Covid-19, désormais débarrassée de ce virus, eh bien c'est devenu un symbole qui est instrumentalisé par le Parti communiste chinois pour prouver à sa population qu'il est tout à fait capable de gérer une telle crise, qu'il l'a gérée de manière efficace, surtout par rapport à l'Europe, aux États-Unis, qui se débattent eux encore avec ce coronavirus. Voilà à quoi ressemblait Wuhan en janvier dernier, une ville fantôme. 8 mois plus tard, ces images de fêtes gigantesques. La Chine pourrait être l'un des rares pays à ne pas connaître de récession cette année. Plus 1% du PIB selon le Fonds monétaire international, qui prévoit une chute de 8% pour l'économie américaine. L'an prochain, le rebond pourrait être 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Mais économiquement, pour autant, tout n'est pas rose. Alors évidemment, les exportations ont résisté du fait de la demande internationale qui s'est maintenue à un niveau assez élevé. Mais sur le plan de l'économie intérieure, l'économie a beaucoup ralenti. L'État a dû investir pas mal d'argent dans des projets d'infrastructure, des prêts facilités pour pouvoir piloter cette économie. La croissance qu'on connaît actuellement est en partie artificielle. Et ce qu'on regarde surtout, c'est la consommation des Chinois. Elle commence tout juste à se remettre, mais elle reste encore très faible. Et ça, c'est source d'inquiétude ici dans le pays. Le président chinois compte bien tirer profit de ce bilan économique plutôt enviable pour imposer son statut d'homme providentiel. La propagande d'État y travaille et les journalistes étrangers sont priés de ne pas brouiller le message. Alors les autorités disent vouloir faire œuvre de transparence, mais dans les faits, on se rend compte en tant que journaliste qu'il est très difficile d'obtenir des interviews. Le sujet de l'origine du coronavirus reste tabou ici dans le pays. J'ai tenté de me rendre aux alentours du marché, là où tout a commencé. Il est toujours fermé, derrière des grosses épaisses palissades bleues et je me suis fait arrêter par des officiels très rapidement qui m'ont questionné, qui m'ont gentiment demandé de partir en m'interdisant de prendre quelques photos que ce soit. Donc on sent ici vraiment un malaise autour de ce sujet-là. Une main de fer sur le Tibet, des camps de rectification idéologique comme au Xinjiang sont installés. Des centaines de milliers de Tibétains ont été envoyés depuis le début de l'année dans ces camps. C'est une fondation américaine, la fondation Jamestown, qui vient de le révéler. Il y a 61 ans, le Dalai Lama a été poussé à l'exil. Elsa Anguinolfi avec au montage Claire Torisson. Ce jour-là, le 18 avril 1959, après une longue fuite à travers l'Himalaya, le Dalai Lama arrive à Tezpur en Inde, le pays où il établira le gouvernement en exil du Tibet. Tout comme lui, des dizaines de milliers de Tibétains fuient l'occupation chinoise et la violente répression de la révolte de Lhasa, la capitale, en mars 1959. L'armée chinoise a pris le contrôle du toit du monde presque 10 ans plus tôt, en 1950, et se félicite d'avoir libéré le Tibet du féodalisme. Pékin importe à marche forcée sa révolution communiste. Exécutions, répression, famine, les suites de l'invasion chinoise auraient causé la mort de plus d'1 million de personnes entre 1950 et la fin des années 70, selon le gouvernement tibétain en exil. Des milliers de monastères et temples sont aussi détruits ou pillés. Malheureusement, maintenant, le Tibet n'est pas seulement dirigé par un régime colonial. Il est aussi victime d'une agression que je qualifierais de démographique. C'est sérieux. À l'étranger, la diaspora et ses soutiens se mobilisent. Comme à Berne en 1999, quand le président Jiang Zemin est accueilli sous les huées devant le palais fédéral. Un épisode qui avait ébranlé l'amitié sino-suisse. Aujourd'hui, vous avez perdu un ami.
Parmi les documents qui nous ont aidés à concevoir cette édition, le livre de notre invitée, Alice Ekman, Rouge vif, l'idéal communiste chinois, comment le Parti communiste renforce son emprise à tous les niveaux afin de parvenir un jour à la disparition ultime du capitalisme, Rouge vif, paru en février aux éditions de l'Observatoire. Au sujet de l'asphyxie qui menace le peuple ouïghour, vient de paraître ce livre « Voyage au pays des Ouïghours », une enquête réalisée clandestinement par la journaliste Sylvie Lasserre. Elle témoigne de l'enfer vécu par les minorités musulmanes du Xinjiang. L'ouvrage est paru au mois de juin aux éditions S. À propos du culte de la personnalité construit autour du président chinois, l'émission Un jour dans le monde sur les ondes de France Inter avec le décryptage averti du sinologue Philippe Lecor. Ce qui compte, c'est le parti, c'est la consolidation du parti, c'est le marathon jusqu'à 2022, enfin de 2027 éventuellement, et puis 2049 qui est l'année lorsque le Parti communiste chinois et la République populaire de Chine prendra le leadership mondial. Mais avec un modèle qui évidemment fait ruer dans les brancards un certain nombre de démocraties occidentales, notamment aux États-Unis, notamment en Europe. Et puis, la semaine prochaine, nous nous intéresserons aux plus grandes fortunes, ces milliardaires, businessmen ou philanthropes, dont le pouvoir dépasse parfois celui des États. D'ici là, prenez soin de vous et surtout restez curieux. Merci de votre fidélité à Géopolitis sur la RTS et les canaux TV5 Monde. À bientôt.